Moi, toute ma vie, j'étais bien. Je travaillais bien. J'étais synchronisé, pour utiliser ce mot-là. Tu sais, j'avais une bonne... J'étais bien synchronisé avec moi-même, puis là, je ne l'étais plus. Et j'ai souvent expliqué ça quand je veux paraphraser ou mettre une métaphore là-dessus. Comme j'ai fait beaucoup de radio, j'appelle ça le poste de radio. C'est-à-dire que moi, je pense que chaque être humain a une vibration. C'est sa fréquence radio. Ouais. Puis tant et aussi longtemps que tu es dans ta fréquence radio à toi, tu vas émettre la bonne vibration qui va t'amener à vous rencontrer les autres bonnes vibrations qui fit avec ta vibration. Donc, pour avancer, ce qu'on se disait tantôt, le chemin qui va se faire tout seul. Si tu griches, t'es pas dans ta fréquence. Tu sais, t'es un 1,1 à côté ou un 1,5 à côté ou d'un bord comme de l'autre, ben là, tu te mets à vivre des scénarios que tu veux pas. En fait, tu vis exactement ce que tu veux pas vivre. Tu sais, si t'es en train de gricher à dire « Oh mon Dieu, je veux pas qu'il m'arrive ça », bien, Christy, ça va t'arriver. Ouais. ferme ta gueule, là, parce que les chances que tu le vives sont bien plus élevées. T'es en train de le vibrer ça. Puis moi, je crois à cette loi d'attraction-là dans la vie. Tout le monde a sa façon de faire, tout le monde a ses croyances. Ouais. Mais moi, ça, j'y crois. Moi, je crois en l'énergie des choses. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès où, semaine après semaine, j'ai le privilège d'aller à la rencontre de personnalités inspirantes de par leur parcours, leur vécu ou leur histoire. Alors aujourd'hui, on ne fait pas exception à la règle. Alors que je rencontre José Godette. Comment ça va, José? C'est un plaisir. Ça va super bien. Je suis content. Je ne sais pas trop à quoi m'en tenir. Qu'est-ce que... Tu plonges sans filet. Ouais, let's go. Je me lance. On verra où ça s'en va. J'espère que je suis le bon invité. Tu vas être excellent, en fait. Tu penses? En fait, on aurait dû commencer la caméra avant, parce que déjà, depuis que tu es arrivé, tu es en feu, c'est incroyable. Je suis dans un tourbillon de ça en ce moment, là, tu sais, de leadership, de business, puis c'est un sujet qui me passionne. Moi, souvent, on m'a souvent dit, mon premier gérant à l'époque, José Lito Michaud, m'avait dit « Colin, t'es dur à gérer parce que tu pourrais être ton propre gérant parce que je m'intéresse. » Il y a beaucoup d'artistes qui font le métier en se consacrant uniquement aux produits. Et même qui détestent ce côté-là, oui, ça les emmerde. Exact. Moi, non. Moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai aimé ça. J'aime comprendre. Je m'en veux même de ne pas avoir eu les études qui allaient avec. Vraiment? Oui, pour vrai. J'ai dit ça à mon gars l'autre fois, puis il me regarde, puis il veut pas aller. Je dis, il va finir son secondaire 5, puis je suis tellement content, puis ça va être un DEP, puis je suis fier de lui. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, faut comprendre que chaque être humain a sa capacité, puis je veux dire, moi, je vénère les gens habiles de leurs mains parce que je le suis pas. Fait que c'est pas un dénigrant pour moi que mon fils va devenir un futur gars habile de ses mains. Je le vois bien que c'est un physique. Mais j'avais dit, si papa, là, s'il y avait pu, là, j'aurais été étudié en finance. Parce que je me suis bien rendu compte avec l'émission Les légendes de la route que tous les gars que je recevais avec des meilleurs chars au monde, là, c'était tous des gars en finance. Vraiment, hein? Ben, je fais des blagues avec ça, mais il y a un petit fond de vérité. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es capable de comprendre les finances, ça change le monde ou ça change ta façon de gérer ta propre liquidité. 100%. Donc, écoute, José, on a beaucoup de gens en Europe. J'ai l'impression que tout le monde te connaît ici au Québec, quoi que ce soit. Donc, animateur, humoriste, acteur, il y a plein de choses que tu fais. Mais chose est certaine, dans tous les rôles que tu as joués, ça fait 30 ans que tu as une relation quand même d'amour avec le public québécois. Tu les as fait rire. Tu as été dans leur auto, dans leur radio. C'est les grandes gueules. 20 ans. Ouais. Pas de succès, là. De méga succès. Merci, là. Le ruban d'or, les micros de platine, 1 million d'écoutes pour les gens en Europe. Donc, Énergie, ils ont cette radio-là, la Beauce. Est-ce que, personnellement, pour toi, là, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu repenses au petit cul de 8 ans que tu étais, qui rêvait de devenir humoriste, et que tu regardes ton parcours, tu te pinces-tu des fois? Est-ce que cette vision-là de devenir humoriste et de réaliser ton rêve avait cette portée-là qu'aujourd'hui tu regardes, wow, j'ai fait tout ça? Je suis un grand rêveur de nature. J'aime rêver. J'ai compris que rêver est une chose. Rêver, sentir, désirer en est une autre. Et que si tu veux que ton rêve se matérialise, puis je parle pas juste en argent là, ou en bien physique, ça peut être en émotion aussi, mais si tu veux que ton rêve se matérialise, la seule et unique façon que ça peut arriver, selon mon expérience, c'est de le rêver, de le sentir, de le vibrer
et de laisser la vie t'ouvrir le chemin potentiel pour te rendre. Potentiel, parce que ça veut pas dire que ça va être le chemin que tu penses. Il va peut-être changer selon les décisions que tu vas prendre. Puis tu vois, mini parenthèse, c'est-à-dire que j'ai expliqué souvent à des amis, pourquoi tu te fais du mal à essayer de trouver comment tu vas réaliser ton rêve? C'est boring, tu sais, c'est chiant. Hein? Pourquoi tu veux essayer de savoir comment tu vas réaliser? Ça donne rien. C'est la pire affaire à faire. Pense-y pas comment le faire. Fais-le. Mets-toi dans l'action. Il y a plein de synchronicités, des rencontres. Laisse fortuites, la vie s'organiser, qu'à un moment donné, tu es dans un cocktail que tu voulais pas aller, ça te tape sur l'épaule. Hey, salut, fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu sais que je travaille sur tel projet. Ben, va-t'en donc, tel projet. Je suis là-dedans, moi, en ce moment. Puis, paf, tu viens d'ouvrir la nouvelle porte que tu attendais. Mais, et ça, moi, j'y crois. Donc, le rêver, le sentir, le vibrer. Moi, je pense ça. Donc, quand je regarde mon parcours aujourd'hui, je suis très, très, très content. J'ai même diminué mes rêves un jour dans ma vie parce que je pensais pas avoir la capacité émotionnelle de gérer plus grand. Vraiment? Parce qu'on a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi l'étape du 40 ans. J'ai 47 maintenant, mais quand je suis arrivé à 40 ans et que j'ai réalisé que je vivais exactement la vie dont j'avais rêvé, j'ai eu peur. C'est fou, hein, ça, je m'en veux encore, mais qu'est-ce que tu veux? L'être humain étant ainsi fait que des fois... Et ça se transposait en quoi? C'est quoi? Je mérite pas ça ou j'ai peur d'aller plus loin, plus haut? Peur de perdre. Peur de perdre les acquis. Oui. Tu arrives à un moment donné, comme tu as tout ce dont tu as désiré, puis moi, je vais au sens large, là, c'est-à-dire la famille, la maison, la voiture, blablabla, peu importe, puis la carrière, puis le buzz qui va avec ça, puis les contrats, puis tout va bien, puis t'es occupé, mais en même temps, t'aimes ça être occupé. Tu sais, je veux dire, je me plains souvent que je suis bien dans le jus, mais si je l'étais pas, je ferais quoi? Ah, c'est un cercle vicieux. Tu es tellement passionné, tu veux que ça continue. Parce qu'il a travaillé à l'usine que t'aimes pas, puis rentrer au magasin de linge où t'adores vendre des vêtements, puis que t'es comblé. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a ça pour moi dans la vie, c'est-à-dire que c'est du travail quand t'es pas dans le bonheur. Si t'es dans le bonheur, puis t'es dans ta passion, t'es en train de te réaliser, donc t'es pas vraiment dans le travail. Oui, c'est du travail, mais si tu te réalises là-dedans, c'est un autre game complètement. 100%. Ça aussi, je prône ça, c'est-à-dire que trouvez-vous une job que vous aimez, tu vas en faire un tiers de ta vie, peut-être plus, fait que Simonac, il faut que ça soit le fun. Donc, très heureux. J'ai atteint un niveau où j'ai eu peur de perdre, j'ai eu peur de l'échapper. Il faut dire que dans notre historique familial, j'ai vu mes parents dans les années 80 tout perdre. Ah oui? Fait que c'est peut-être une peur qui plane au-dessus de ma tête sans m'en rendre compte depuis longtemps. Je me suis ressaisi, je me suis reparlé, je me suis retrouvé des nouveaux rêves. J'ai fait ce que je prône, c'est-à-dire que ça m'a pris plusieurs années par contre. J'étais dans une spirale, dans un tourbillon que je comprenais pas. Je fonctionnais parce que j'avais de l'expérience, parce que j'ai du senti, parce que j'ai fonctionné. Les gens s'en rendaient pas compte, mais moi, à l'intérieur, j'étais... Ça rochait. Tordu comme ça. Ah ouais. Je suis très content de l'avoir réalisé, d'avoir compris que j'étais dans cette zone-là, dans cette spirale-là, qui t'amène de l'anxiété, puis blablabla, là, tu sais, c'est... Mais... À cette époque-là, comment tu gères ça? Genre, on a des entrepreneurs, des porteurs de projets, des fois des gros deals, des grosses choses. Comment toi, tu gérais cette période-là qui est... T'as l'air... Tout va bien, t'as tout, mais personne ne sait qu'en dedans, t'es un peu tordu. Puis tout le monde, c'est comme « Ah, t'as la vie de rêve. » Oui, tu l'as, mais en même temps, t'es comme « Ah! » Il y a comme une distorsion. T'essaies de pas le dire, parce que dans mon cas, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir cacher. Ben c'est parce que tu veux pas aller laisser penser à la business que t'es pas bien, que t'es pas l'homme de la situation. Ouais. Surtout quand tu es au top de ta game, comme vous autres, année après année. Ben oui, nous autres, techniquement, mettons, parlons juste de radio, parce que c'est ce qu'on a fait de plus grand, de plus gros. Je veux dire, la radio, tu l'as bien dit tantôt, c'est-à-dire qu'on a connu, avec Mario, mon partenaire des Grandes Gueules, le plus gros succès de toute l'histoire de la radio au Canada. Je veux dire, puis il y a tellement de choses aujourd'hui que ça ne veut pas dire que c'est pas... Francophone. Oui, oui. Exactement. Nous, on est francophone, oui. mais on a battu tout ce qui s'est fait, incluant l'anglophone. C'est exactement ce que je veux dire, exactement. Oui. Avec seulement notre marché du Québec, on a eu le plus gros succès de l'histoire de la radio au Canada. Exactement. Il y a des shows qui sont coast to coast. Hein? Exactement. On a battu ça. Alors, c'est un succès incomparable, mais
quand tu arrives là, quand tu vis ça, puis tu es dans le tourbillon, tu t'en rends Tu même veux pas pas laisser compte. savoir, justement. Tu veux pas laisser savoir que ça arrive. Mais ma préoccupation première était bien plus d'être bien. Moi, toute ma vie, j'étais bien. Je travaillais bien. J'étais synchronisé, pour utiliser ce mot-là. Tu sais, j'avais une bonne... J'étais bien synchronisé avec moi-même, puis là, je ne l'étais plus. Et j'ai souvent expliqué ça quand je veux paraphraser ou mettre une métaphore là-dessus. Comme j'ai fait beaucoup de radio, j'appelle ça le poste de radio. C'est-à-dire que moi, je pense que chaque être humain a une vibration. C'est sa fréquence radio. Ouais. Puis tant et aussi longtemps que tu es dans ta fréquence radio à toi, tu vas émettre la bonne vibration qui va t'amener à vous rencontrer les autres bonnes vibrations qui fit avec ta vibration. Donc, pour avancer, ce qu'on se disait tantôt, le chemin qui va se faire tout seul. Si tu griches, t'es pas dans ta fréquence. Tu sais, t'es un 1,1 à côté ou un 1,5 à côté ou d'un bord comme de l'autre, ben là, tu te mets à vivre des scénarios que tu veux pas. En fait, tu vis exactement ce que tu veux pas vivre. Tu sais, si t'es en train de gricher à dire « Oh mon Dieu, je veux pas qu'il m'arrive ça », ben Christy, ça va t'arriver. ferme ta gueule, là, parce que les chances que tu le vives sont bien plus élevées. T'es en train de le vibrer ça. Puis moi, je crois à cette loi d'attraction-là dans la vie. Tout le monde a sa façon de faire, tout le monde a ses croyances. Mais moi, ça, j'y crois. Moi, je crois en l'énergie des choses. Je dis, il y en a que c'est des religions, d'autres, c'est d'autres choses. Moi, je crois en l'énergie pure et simple. L'énergie de tout ce qui nous entoure. Tellement. C'est mon cas. Puis j'ai géré ma vie puis ma business de cette façon-là. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dû... Donc, même quand c'était difficile, tu revenais à ta fréquence. Bien, ça m'a pris du temps à ce moment-là. C'est le pire bout de ma vie. Parce que c'était difficile de me ramener sur ma fréquence parce que j'avais... On parle de quand, là? Juste mettre en contexte. Début quarantaine. Début quarantaine. Ouais, un genre de crise de la quarantaine. À cette époque-là, tu es encore à l'apogée. Je suis dans le top, tout va bien. Là. Ouais. Je suis dans le prime. J'ai jamais gagné autant d'argent de ma vie. Tout est wow, là. Ouais. Puis moi, le cave, au lieu de vivre mon moment présent puis juste triper, je suis en angoisse de dire, mon Dieu, comment on va faire pour garder ça? Comment on va faire pour... Puis... Mais c'est humain en même temps, parce qu'il y a tellement de gens, des fois, qui regardent le succès de l'extérieur et qui vont se dire, bon, ben, ça va bien, tout est beau, il est toujours en confiance, il est drôle, il fait rire le monde, mais en même temps, c'est que des fois, le succès, ça vient avec un penchant aussi de l'autre côté de la médaille. Puis on ne veut pas paraître de des gens qui se plaignent, mais il y a une solitude qui vient avec ça, il y a des défis, il y a toutes sortes de trucs qui viennent. Tu sais, moi, il y a eu les tournées aussi, on a eu deux très belles grosses tournées avec Mario, puis je veux dire, j'ai déjà vu, c'est fou, tu sais, je m'étais mis à imiter Enrique Iglesias, moi, à la radio, à un moment donné, mais je l'avais vu en entrevue. Coucou! Moi, il avait inventé un personnage avec lui, par jalousie, j'imagine, tu sais, parce qu'il était tellement sharp, puis tout le monde capotait dessus. On va le ramener à terre, on va faire le pas pour le rendre humble. Il savait pas, là. J'ai jamais su. C'est pas vrai qu'il l'a pas su, parce que j'ai déjà confronté, je suis allé le voir dans un lancement de presse, puis Sony avait dit, oui, viens, ça va être drôle. Je l'ai déjà fait une fois, puis on lui avait expliqué que je faisais ça. Très drôle, hein? Puis ça l'avait fait rire. Très sympathique. Parce que ceux qui ont les grandes gueules, ça, c'était des sketchs humoristiques. C'était des parodies, des personnages qui faisaient pleurer les gens littéralement dans leur auto. On a eu la chance de créer dans nos 20 ans de radio, je dirais, entre 50 et 60 trends qui ont marqué le Québec. Un trend, c'est-à-dire que beaucoup de gens le répètent, l'utilisent, s'en servent, ça rentre dans leur vie personnelle, au bureau, font l'amour puis ils utilisent une de nos phrases, et ainsi de suite. T'sais, moi, j'ai vécu ça. Puis si on avait été des publicistes dans la vie, on aurait fait des home runs en Simonac avec Nike, avec McDo, avec, tu sais, je veux dire, on a réussi à créer des trends. Je veux dire, autant... Est-ce qu'au moment de la création, vous êtes conscient de ça ou vous êtes juste une gang de... On a trouvé une recette qu'on a multipliée, appliquée et ainsi de suite. On a... Avant de commencer la radio, parce qu'on savait même pas qu'on voulait faire de la radio, là, c'était un hasard. Est-ce que vous avez fait l'école de l'humour? Oui, et on a commencé tout de suite après. Vous êtes fait découvert, exactement. Tout de suite, 3 mois après, je commençais la radio. José Ito Michaud. C'est José Ito Michaud, qui était à cette époque-là aussi l'impresario d'Isabelle Boulay. Nous, on l'a croisé en voyage dans le sud, puis on s'est liés d'amitié, ça brosse. Mais ça va avec ce que tu disais tantôt, tu n'essayais pas de dire comment je vais réaliser mon rêve, croisé en voyage. Oui. Comme Mario, quand il revient de l'armée, toi, à ce moment-là, tu es attaché politique pour Robert Bourassa. Ah oui, ça n'a pas rapport. Pas en tout. Tu as quitté un peu l'humour
et lui revient, Ouais, et les étoiles s'enlignent, ouais, et là, vous commencez. on se lance. Comme tu disais tantôt, tu es en train de le faire. Ouais. Pas juste en train de le rêver, tu te mets dans l'action, il n'y a pas de structure parfaite ou de chemin. Non. On s'en va. J'y On y crois va. pas. Même s'il faut se faire des plans. Moi, je suis un joueur d'échecs mental. C'est-à-dire que autant je suis dans mon sentier, je suis un Capricorne, je suis très cartésien. C'est-à-dire que j'étais fort en maths, je n'ai jamais su pourquoi. Parce que si c'est logique, si ça se place dans une case, ça va là, ça va là. J'adore jouer aux échecs aussi. Tu dis, ouais, tu sais, il y a de la stratégie. Je me fais des stratégies et des plans quand même. Cela dit, je suis ouvert à le changer constamment. Parce que c'est ça, les échecs. Tu as un plan, puis l'autre va jouer un coup que tu t'attends pas. Tu dois tout changer ton Tu plan. t'adaptes. Sois adaptable. L'adaptabilité est tellement importante. La vie, c'est la même chose. La business, c'est la même chose. Fait que oui, je laisse la vie ouvrir, me mettre sur le bon chemin, mais je me fais des plans au cas. J'aime prévoir. Puis s'il arrive de quoi, ben tu refais un autre plan. De toute façon, j'aime ça faire des plans. Fait que tu sais, c'est jamais été un supplice pour moi de me refaire un plan. Ouais. Je fais les deux constamment. Donc, avant de faire de la radio, comme tu dis, c'est pas... Vous n'aviez pas de plan nécessairement de faire de la radio, vous faites découvrir, du boum, tout. et là, ça explose. Aucunement, c'était pas notre plan. Avec Mario, on voulait faire de la scène surtout. Vraiment, hein? Et c'est José Lito qui a eu cette idée-là de nous amener à la radio. En fait, c'est un peu spécial parce que José Lito est un autre être humain qui est très dans son sentier, là, plus que quasiment tous ceux que j'ai croisés. Puis il m'a appelé un matin puis il m'a dit « J'ai fait un rêve, un songe. » Et un songe. C'est exactement. J'ai fait un songe et je vous ai vu à la radio, grand succès. Vraiment? Aujourd'hui, c'est sûr qu'on se dit ça, puis on pense rire, on se dit, mon Dieu, y a-tu eu du flair? Oui, exactement. Il a manqué sa vocation. En fait, il aurait dû faire prophète. Ouais, je sais pas. Tu sais, mais José Lito, c'est quand même un gars qui avait beaucoup de sentier avec les énergies des gens. Puis, disons que vu. Et il en a fait sa carrière aussi. Tu veux dire, son brand, il est beaucoup dans l'émotion. Dans l'émotion, Ouais. exactement. Ouais. Et puis, tu vois, puis il n'y avait pas tort, on a fait un grand succès. Et toi, à ce moment-là, la tu radio. reçois l'appel. Ben moi, écoute, j'avais connu les années du Zoo de Montréal comme adolescent. Tu sais, moi, je veux une job. Ouais. Je veux dire, À cette époque-là, je suis à l'École nationale de l'humour, ça fait quasiment 2 ans. Je crève de faim. Je veux dire, donne-moi une job, là. N'importe quoi, là. Je veux dire, on allait faire des shows pour 35$, c'était n'importe quoi. Là. Mais 35$, dans ce temps-là, il y a 25-30 ans, je veux dire, ça payait le gaz puis un bout de l'épicerie, là. Mais je veux dire, c'est tout ce que tu veux une job. Ouais. Comment qu'on fait pour perdurer? Donc, 20 ans, c'est long, là. Ouais. Les ingrédients que pense que toi, t'amenais à la table, je sais que vous étiez en équipe avec Mario, avec Richard, des animateurs, il y avait les scripteurs, mais tu dirais ça, en amenant ça à table, je pense qu'on avait vraiment des ingrédients winner pour perdurer, parce qu'il y a se réinventer, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Bien, il y a le côté, tu vois, nous, avant de commencer, on avait analysé tout ce qui avait eu un succès Vraiment. en humour. Un peu comme une étude de marché en affaires. Vous avez regardé ce qui s'était fait. Surtout, on a commencé avec la radio. Qu'est-ce qui a marché? Puis ça, c'est mon côté cartésien. Oublie pas, je l'ai dit avant, moi, j'analyse les affaires. Je suis dans mon sentier, mais j'analyse. Fait que c'est comme deux affaires qui vont pas ensemble, mais qui, mélangées ensemble, ont bien fonctionné pour moi. On a analysé. Là, tu te mets à analyser, tu te dis, ah, qu'à ce moment-là, les personnages marchaient fort. En humour au Québec. C'est pas le cas maintenant. La nouvelle génération sont pas là. Ils vont y revenir. C'est des cycles. Parce que moi, je regarde des jeunes aller, ils font des affaires, ils sont convaincus qu'ils inventent, puis ils disent, mon Dieu, on a fait ça il y a 25 ans, mais c'est pas grave. Je comprends le regard des autres humoristes qui me regardaient quand moi je suis arrivé. Ouais. Un Daniel Lemay que j'admirais, puis qu'il te regarde sur une affaire avec un sourire en coin, puis... Que lui, ça fait déjà 15 ans. Il l'avait fait il y a 20 ans, mais toi, t'es donc sûr, tu viens de trouver la mine d'or, là. Mais c'est correct. Je les regarde aller, puis je les trouve beaux aller. Mais pour l'instant, les personnages, c'est pas ça. Mais à ce moment-là, les personnages étaient très forts. Après ça, on s'est mis à analyser pourquoi tel personnage est plus fort qu'un autre. Et là, en regroupant les trucs, on a trouvé des traits communs, des phrases clés axées sur un truc en particulier. Je veux dire, tu sais, si tu prenais Popa dans Petite Vie, puis Madame Jigger, puis Ronnie Daniel Lemay, tu sais, on a tout analysé ça. Et on a trouvé des points communs, puis la clé d'un succès dans un personnage. Après ça, on s'est mis à inventer des personnages en essayant d'aller mettre ces 3-4 éléments-là qu'on avait retrouvés dans chacun des personnages à succès au Québec. Et ça a été bon pour nous autres. Mais c'est fascinant parce que là... C'est mécanique, là. Non, mais attends, là, nous, on est dans l'auto, on a l'impression de dire, ils se regroupent, ils ont des scripteurs, mais il y a un travail Ben oui. incroyable de réflexion en arrière de ça. Oui, là. les premiers personnages qui ont fait des hits, évidemment, après ça, tu essaies d'être senti.
C'est-à-dire que tu essaies de trouver un axe que les gens n'ont pas entendu parler, puis qui, toi, va t'amener de l'eau au moulin, terriblement, mais avec les clés qui fait que les gens s'attachent à un personnage, puis qu'ils l'aiment, puis qu'ils veulent répéter les phrases. Fait que, tu vois, on n'a pas triché. On a regardé, on a compris, on a mis en application, puis après ça, on est allé chercher des trucs qui nous faisaient vibrer. Je vais faire ça parce que... Sauf que quand on avait l'idée de parodier quelqu'un ou d'inventer un personnage, bien évidemment, on revenait à la table à dessin, puis tu dis, OK, moi, je veux faire tel personnage, mais il faut que je sois capable d'y inclure dans tout ça tel élément, tel élément, tel élément qui fait qu'un personnage devrait être un personnage à succès. Mais ça, on le reproduit 80 fois peut-être dans notre histoire, c'est beaucoup de personnages, mais là-dedans, il y en a au moins 50 qui ont marché très fort, et là-dedans, il y en a 30 qui ont été des gros hits sans bon sens. On a une trentaine de coups de circuit faciles. Donc ça, c'est le côté humour et ainsi de suite, le système, la préparation. Ouais. Mais du côté humain, je veux dire, tu rentres à la radio à tous les jours, y a-tu des conflits, y a-tu une recette que tu dis, gars, ça, il fallait que ça soit partie prenante de notre recette aussi, pour faire en sorte que 20 ans plus tard, on est encore fort et on fait rire le monde, dans la dynamique, on va dire, mettons, d'équipe. Oui, oui. Nous, à chaque année, on se faisait un devoir de renouveler le show. Parce que le défaut du succès, dans le cas des grandes gueules à la radio, c'est que tu as des gens qui veulent absolument que tu leur redonnes le pâté chinois que tu as inventé. Ouais. Mais tu sais que si tu fais juste servir ce pâté chinois-là, tôt ou tard, tu vas en échapper, tu vas faire plaisir à un noyau dur de ton public, mais tu n'iras pas en chercher des nouveaux et ainsi de suite. Fait que c'est une complexité qui, à la fin, était vraiment difficile à gérer parce que quand tu as créé 50, 60, 70, 80 personnages, tu peux pas plaire à tout le monde, puis tu sais que tu dois constamment amener de l'eau au moulin. Ouais, tu as l'impression que tu as fait le tour du jardin. Oui, mais tu peux pas abandonner une Jocelyne, tu peux pas abandonner un Thé-Rouge et ainsi de suite. Fait que tu dois trouver une façon de garder une présence une fois par semaine de ces personnages-là, mais tu veux les renouveler pour pas qu'ils s'essoufflent. Donc, tu dois te creuser le basic pour être capable de renouveler ton vieux matériel que les gens veulent encore entendre. Et aussi trouver une façon d'amener un vent de fraîcheur avec du nouveau matériel. Ça, c'est ce qu'on a utilisé. Le fait qu'on a fait 20 ans, c'est juste ça. Mais pour ça, on rentrait... Est-ce qu'entre vous autres, vous vous donnez du feedback? Aujourd'hui, tu as été moins bon? Non, pas à la fin. Pas de cette façon-là, parce qu'on n'a pas besoin. Je veux dire, tu le sais live si c'est bon ou pas. Ouais, tu le sens? Ben oui, pendant que tu le fais... Tu as ce genre d'introspection-là. Ben oui, puis que ce soit Mario ou moi, on finissait un personnage, puis on se disait, bon, OK, on se le disait tout de suite, bon, OK, ça, il manque tel truc, ou je l'ai joué trop vite. Étiez-vous dur avec vous-même? Avez-vous ce certain niveau d'excellence-là, d'exigence? On a toujours été pour offrir une qualité. Tu sais, nous, on a été le sujet d'une étude par des gens de Los Angeles, des spécialistes de radio. Il faudrait bien que j'aille revoir dans ma paperasse le nom parce que c'est une sommité en radio que tout le monde utilise partout sur la planète, que ce soit en Allemagne, en Europe, au Japon, en Amérique du Nord. C'est quelqu'un qui a une grande notoriété qu'Astral avait engagé pour savoir c'est quoi qui se passe avec ces gars-là, c'est quoi le phénomène. Le village gaulois, là. Ouais. Et il a fait cette étude-là, et je me rappelle de l'étude, puis malheureusement pas du nom de la personne en question. C'est pas ma force, les prénoms puis les noms, mais... On la salue quand même. Non, c'est un homme, renommé. Et ça n'existait pas nulle part au monde. Ce qu'on avait créé ici, avec un taux de satisfaction sur les capsules, tu sais, nous, c'est 4 nouveaux sketchs par jour. Ça, personne sur la planète, aucune équipe de radio a fourni ça. Jamais. 4 nouveaux. Puis après ça, évidemment, au début, quand le gars est arrivé, il avait dit à Énergie, il avait dit « Ouais, mais 4 par jour, qualité. » Énergie a dit « Non, la qualité est... » Est-ce une pression qui vient avec ça ou c'est juste c'est le défi? C'est une pression qui... mais nous autres, c'est juste par souci d'être sûr que tu as eu du fun. Ouais, vraiment, hein? Ben oui, on est 2 épais, là. Je veux dire, quand je fais ça, tout ce que je veux, c'est que si j'ai pris un micro puis que j'ai pris 4 minutes, que je veux que tu aies pissé dans tes culottes dans l'auto. Ouais. Tout le reste ne m'importe pas. Je veux dire, il n'y a rien qui... Le marketing, le branding, la station, il n'y a rien qui m'intéresse. Tout ce qui m'intéresse pendant ces 4 minutes-là, c'est de m'assurer que l'auditoire ait du plaisir. C'est aussi basique que ça. Comment tu faisais au fil de ta carrière pour gérer le personnel puis le professionnel? Donc, souvent en affaires, on dit la business, c'est dur. Des fois, tu peux avoir quelque chose qui se passe à la maison.
Ça te tente pas nécessairement de rire ou quoi que ce soit. Puis il faut que tu te mettes sur ta fréquence, dire, OK, aujourd'hui, il faut que j'aille faire rire le monde, mais toi, aujourd'hui, ça te tente moins de rire, genre. Ben, j'avais appris de ma mère, qui est une grande travaillante, que, tu sais, ce qui se passe à la maison reste à la maison. Fait que ce que tu as vécu à la maison, Tu ne l'amènes pas. tu sors du garage, là, tu fermes la porte du char, puis faut que tu le fermes. Faut que ça, c'est fini. Puis tu t'en vas travailler, puis là, ben, tu mets ton chapeau de la job que tu as à faire, puis tu la fais du mieux que tu peux, puis tu vas reprendre où tu étais le soir rendu à la maison. Fait que moi, j'ai ça en moi. Mario est un gars avec la même éducation là, à ce niveau-là, puis tu sais, ce qui se passe à la maison, ça reste à la maison. Ce qui est triste, par contre, c'est que souvent, ce qui se passe à la job, tu le ramènes à la maison. C'est l'opposé. Ouais, c'est que ça, c'est un peu weird. Mais ça a toujours été assez simple pour nous de... Je peux pas survivre. Je veux dire, pas dans le genre de carrière on a eu. Tu sais, les grandes gueules, c'est 10 heures par jour, là, au pic, là, de tout va bien, là. Puis, comme tu deviens très populaire, tu as beaucoup de demandes, tu es obligé de dire non à un paquet de trucs, mais il faut que tu dises oui à d'autres aussi. Là-dedans, il y a des amis que tu t'es fait dans le showbiz qui ont des shows de télé qui veulent que tu viennes faire un tour parce qu'on était efficace là-dedans aussi. Fait que tu dis, OK, je vais y aller, et ainsi de suite. Fait que juste être les grandes gueules demandait 1 heure par jour de gestion de oui, non, non, oui. Après ça, tu as 10 heures par jour de gérer le show. Fait que c'est... Ça a été quoi ta relation avec le succès, en fait? On en parlait avant d'aller en ondes. Tu t'es mis à faire beaucoup d'argent. Comment tu faisais pour rester groundé? Ou as-tu une période où tu t'es peut-être oublié et tu as perdu tes repères par rapport au succès? Non, je pense pas. Tu sais, j'ai vécu toute ma vie en essayant de vibrer la prospérité puis le succès. Pas juste en financier. Moi, quand je parle de prospérité puis de succès, tes relations, ta c'est famille, tes relations humaines d'amitié, tes relations, ta famille, tes voisins, je veux dire, le respect des autres. Moi, je suis pour ça. Je suis un gars qui ne tolère pas l'injustice. Pourtant, la vie est injuste. Fait que c'est compliqué pour un gars comme moi de C'est vrai. Tu sais, je veux dire, pourquoi nous, on est nés ici avec de l'eau potable dans chaque maison, puis d'autres viennent au monde dans des endroits où c'est pas ça. En partant, le principe de base de la vie est injuste. Fait que je veux dire, pourquoi quelqu'un a un enfant qui a un cancer? Je veux dire, Christy, qu'est-ce que t'as fait de mériter ça? Ça marche pas, là. Non, ça, c'est des épreuves. C'est de l'injustice. Après ça, tout le reste, tu dois composer avec, puis essayer de faire le mieux que tu peux. Fait que, donc, moi, le succès, je l'ai tellement vibré jeune, je l'ai tellement rêvé que je pense même pas avoir perdu la carte de me prendre pour un autre dans les grosses années parce que Mario avait fait l'armée où il a rampé dans la boîte à se faire dire « T'es un hostie de trou de cul ». Ça rend humble. Ça rend humble. Moi, j'avais travaillé au gouvernement où j'avais perdu la carte à ce moment-là. Vraiment? Ouais, moi, dans ma dernière année au gouvernement, puis c'est ce qui m'a sorti du gouvernement, c'est-à-dire que j'ai réalisé assez tôt que ça n'avait pas de bon sens. Parce que, tu sais, à 20 ans, j'avais beaucoup trop de pouvoir. J'avais 0 pouvoir, mais j'en avais énormément. Tu étais très collé au pouvoir. J'étais tellement près du pouvoir que si j'appelais à quelque part et je nommais, tu sais, je veux dire, au téléphone, en s'exprimant bien, oui, bonjour, José Godet, cabinet du premier ministre, j'aimerais avoir telle chose. Paf, je l'avais. Puis à un moment donné, ben, tu sais, moi, à 20 ans, je vivais entre Montréal et Québec. J'avais loué. Au début, j'étais dans des chambres d'hôtel, mais je m'étais lassé de ça. Puis j'étais rentré dans une auberge dans le vieux Québec. Puis j'avais dit à la dame, j'ai dit, je veux cette chambre-là, mais tout le temps, à l'année. Puis j'ai dit, moi, je vais vous garantir, j'ai le droit à 3 jours par semaine de location, mais je veux laisser mes choses ici. En hiver, tu vas être contente parce que tu n'as personne. En été, ça va te faire suer un peu parce que tu pourrais la louer. Mais moi, je t'offre un revenu annuel. Puis elle m'avait dit oui. Fait que, tu sais, moi, j'avais comme mon appart dans le vieux Québec, dans une autre... Tu sais, je vivais une vie d'un gars qui n'avait pas de sens à 20 ans. Tu sais, j'allais dans des bien trop bons restaurants pour mon âge. Déjà, tu avais goûté à ça et tu t'es dit, bon, peut-être que... Puis c'est là que je m'étais échappé un peu. Je m'étais échappé un peu parce que, à un moment donné, tu te penses meilleur que les autres. Tu sais, je veux dire, tu sais, moi, on avait une phrase qui nous faisait rire, mon frère et moi, jeunes, que j'ai éliminé de mon vocabulaire et de ma vie, mais, tu sais, quelqu'un qui disait quelque chose, tu disais, hey, sais-tu qui, moi? Personne, hostie. Tellement condescendant. Oui, ça avait aucun sens. Je le dis avec de la gêne et du rire aujourd'hui. Ça fait partie de mon cheminement. Fait que, quand j'ai réalisé que j'avais ce discours-là puis cette
philosophie-là, j'ai eu peur de moi, tu comprends? J'ai eu peur. J'étais pas content du tout de ce que j'avais fait. J'avais pas été élevé comme ça. La meilleure réponse, c'est de dire non, même quand tu sais c'est qui la personne, juste pour voir sa réaction. Ouais. Pardon! Mais c'est ça. Fait que, tu sais, donc, moi, Mario avait rampé dans la boîte. Moi, j'avais perdu la carte un peu avec le gouvernement, puis je m'étais dit plus jamais. Fait que je pense que malgré tout le succès, on est resté assez terre-à-terre, assez humble, assez... il faut faire une nuance entre être humble puis tout le monde... Il vient un timing où tout le monde veut un morceau de toi puis que tu dois être ferme. Tu dois dire non, c'est ta survie. Ouais. Je ne peux pas. Fait que ça peut être mal vu par certaines personnes. Puis après ça, tu as le gérant aussi qui fait un job sale. C'est ça que ça sert un gérant. Mon père me demandait toute ma vie, pourquoi tu es un gérant? Il prend une partie de ton salaire dans le vide? Non. Il prend une partie de mon salaire, puis il me protège. Ouais. Il va aller se battre, puis il va passer pour le méchant quand moi, je veux pas faire un truc, puis tout le monde dit « Tu devrais donc le faire. » Ouais, mais j'ai pas le courage, j'ai pas l'énergie. Je ne peux pas le faire. Est-ce qu'après les Grandes Gueules, tu avais une vision claire de ce que tu voulais faire? Comme on parlait de se réinventer, une deuxième carrière. Souvent, quand on a eu un premier succès, on a peur de dire « je vais-tu en avoir un deuxième? » Ça, ce que j'ai goûté ou... Pas au début. Non? Au début, non, parce que moi, j'avais, au retour des Grandes Gueules, à ce moment-là, Astral, qui a 300 stations de radio au Canada, moi, j'ai voulu tout miser sur la radio. Okay. À ce retour-là, c'était mon plan. Avec mon gérant, là, je nous vois encore... je suis en vacances à New York 4 jours avec mon gérant quand tout ça se brasse. Et puis, on est à côté sur 2 tours Martini. Fait que t'as une bonne idée qu'on est comme ça. Et on trippe un peu parce qu'on voit bien quel genre de contrat qui s'en vient. Puis ça n'a pas de bon sens. Là. On fait, mais voyons donc. Puis là, on se met à tripper sur... Il nous offre à ce moment-là, il y a une porte ouverte sur... On pourrait peut-être feeder les 300 stations au Canada. En traduisant le matériel, soit en engageant les comédiens, soit en envoyant juste les textes, ils jouent là-bas, soit en faisant faire ça en studio. Tu sais, il y a une possibilité de prendre d'assaut 300 stations de radio puis d'essayer de faire un hit avec ça. Et ça, moi, là, c'est l'affaire qui me fait le plus capoter. Moi, je fais OK. Faire rire encore plus de monde. Je pensais faire de la scène d'ici, de ça, puis finalement, ma vocation, les portes qui s'ouvrent pour moi, c'est la radio. Puis après ça, il y a le businessman en moi qui parle, là, puis ne me jugez pas, mais je me dis, j'avais rêvé d'une Ferrari, je pourrais avoir un jet. Tu sais, parce que si je me mets à rouler dans 300 stations de radio, puis je fais un hit au Canada, les États-Unis vont me ramasser, puis ils vont me mettre dans 500 stations de radio. Le rêveur en toi. Là, le businessman et le rêveur fait « Hey, je pourrais peut-être inventer une business qui n'existe pas. » Tu sais, le gars qui a inventé Facebook, qui est milliardaire aujourd'hui, là, elle n'existait pas, sa business, au début. Il y a juste quelqu'un qui dit « Hey, tu ferais ça? » Puis là, moi, je me mets à vibrer là-dessus. Mon gérant aussi, on capote. Parce que on avait eu une chance d'acheter une station de radio quand on était jeune. Puis mon gérant, il capotait de voir qu'on ne l'avait pas fait. Mais la station qu'on aurait pu acheter quelques millions à ce moment-là avec des investisseurs, c'est vendu quasiment 100 millions plus tard. Tu sais, je veux dire, j'aurais fait ma passe là. Puis nous autres, le hit à Montréal de radio, fait qu'ils disaient, pourquoi vous voulez pas l'acheter? On va se diffuser là. Je veux dire, tout le monde veut vous écouter à la radio, on va aller là, on va grimper, puis paf! Mais nous autres, on voulait pas des spectacles. Tu sais, il m'en parle souvent encore de dire, vous avez manqué de vision là, les gars. Oui, j'étais pas prêt. Mais quand la passe, sa palette est revenue, en me disant, je pourrais diffuser. Le timing est bon. Là, moi, je voulais ça. Le défaut de ce plan-là, c'est mon partenaire Mario. On a goûté, on a commencé à ce moment-là à animer le gars artiste, puis on a fait un hit avec ça, puis on fait des spectacles. Puis Mario, à ce moment-là, lui, la radio veut bien la faire parce que c'est toujours une job qu'on a trouvé amusante. Je la trouve encore amusante. C'est une des jobs préférés que je fais, là, parce que t'es live à tous les jours. Ouais. Mais à ce moment-là, lui, il veut focusser sur la télévision. Okay. Fait qu'on a 1 an et demi de discussion à essayer de trouver un point commun. Puis finalement, on échappe la passe à la palette. Puis Mario, on décide de dire, bon, ben dorénavant, on va faire des choses séparées parce qu'on n'a plus la même vision. Moi, ma vision, c'est de devenir une institution de radio planétaire. Ouais. Parce que j'y rêve. Ouais. Parce que c'est encore un rêve? Est-ce que c'est quelque chose? Non. Non, plus maintenant. Pas du tout, parce que j'ai plus l'infrastructure, le milieu a trop changé. À ce moment-là, tout se pouvait. Okay. Mais aujourd'hui, avec le web, avec ci, avec ça, on aurait, tu sais, avoir fait un hit là-dedans, on aurait développé le web, on aurait tout développé. Là, je suis bien trop en retard. La conjoncture n'est pas là. Pas du tout.
Puis j'avais le staff pour ça, j'avais formé des scripteurs. Tu sais, nous autres, on a formé des scripteurs qui n'existaient pas en radio. On a inventé ces jobs-là. On avait une business. Ça existait pour des humoristes, mais pas à la radio. Pas en tout, là, pas de cette façon-là. On avait une équipe tête rodée avec des backups au cas qu'il y en a un de malade. Tu sais, on avait inventé une business, puis moi, je la voyais juste grossir. Moi, avoir eu 20 auteurs à ma charge, là, à feeder le Canada, là, c'était wow, j'hallucinais. Mais... Donc, à la fin des Grandes Gueules, toi, tu pensais que c'était ça qui s'en venait parce que c'était dans... Ben, au retour, ça qui était en train de se... Après ça, j'ai laissé les choses aller un peu. J'ai voulu partir en tournée, peut-être aussi. Mario avait le même plan, puis Mario, il m'a carrément dit, puis c'est pas un secret, on est encore des bons amis, mais il m'a dit, si tu vas en tournée, je vais pas. Je veux pas qu'on soit en train de se battre pour vendre des billets et tout ça. Fait que j'ai dit, oh, boy, c'est pas mon plan, parce que moi, si j'allais en tournée, puis encore aujourd'hui, j'y pense plus que jamais, parce que je viens de refaire un show pour un show de télé. Je suis allé faire un stand-up en Gaspésie. Ça m'a manqué. J'ai aimé ça. Puis je suis en train d'y penser, mais je veux même pas partir en tournée. Je veux avoir un spectacle, je veux le faire quand je veux. Je peux me le permettre, je touche du bois. J'ai le goût de rencontrer les gens, de faire rire des gens live avec des propos qui m'interpellent, qui m'intéressent, mais j'ai même pas le goût d'embarquer dans la poutine de « Hey, j'ai 100 shows là, cette année, ça me tente même pas. » Fait que mon gérant m'a dit « Pourquoi tu te casses la tête? Fais ce que tu veux. » Je me suis dit « Ouais, il a raison. » Fait que tu sais, je pourrais peut-être faire 20 shows dans une année, puis après ça, j'en fais plus. Je sais pas ce qui va arriver avec ça. Fait que j'avais pas ça. Puis ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais le plus de télévision. Mario, on rêvait d'en faire, puis là, il se concentre beaucoup sur la scène. Puis moi, il en a fait, puis là, par la suite, il est retour à la scène. Là, moi, je suis à la télé un peu plus. Mais il faut dire que j'ai un talk show le vendredi soir que j'adore, que je fais avec ma partenaire Julie Bélanger, c'est un talk show tout doux. C'est le show numéro 1 du vendredi. Tu es très bon à la là-dedans télé. en passant. Je trouve que tu captes très bien ton rôle, c'est fantastique, la dynamique, puis je trouve que ça amène... Fallait que j'apprenne à pas être celui qui est l'invité puis qui punch, là, tu sais. Je l'ai appris. Tu le fais encore, mais tu sais, c'est... Avec la réserve. Exactement. Non, mais c'est important de comprendre son rôle puis de s'adapter dans le nouvel environnement. Oui, puis tu vois, ça, c'était un cadeau. C'est-à-dire que j'ai pas demandé à avoir la job. On me l'a offert. J'étais même pas sûr de vouloir le faire. J'étais vraiment... puis à un moment donné, j'ai dit, je vais pas dire non à la vie qui m'envoie ça comme défi. Je vais l'essayer. Puis ça m'a ouvert d'autres portes à l'animation, que j'aime aussi, qui fait partie maintenant de mon travail. Puis me réinventer, tu sais quoi? J'ai un autre truc que je fais pour me réinventer. J'ai commencé, comme je voulais pas partir en tournée tout de suite, j'ai commencé à travailler sur le spectacle des autres, parce que j'aurais jamais pensé faire de ma vie. Comme scripteur? Comme, direction artistique, auteur. Okay. Je le fais avec Lise Dion en ce moment. Ah oui, hein? Sa première arrive bientôt. On est là-dedans. C'est stimulant, c'est le fun. Je le fais aussi avec un nouvel humoriste que je suis coup de cœur dessus, un jeune, Sam Breton. Je l'ai croisé, je l'ai vu en spectacle une première fois dans une levée de fonds. Très différent. Je suis allé me présenter sans plus. Après ça, je l'ai recroisé dans d'autres trucs. Je l'ai invité, tu sais, j'animais juste pour rire en direct. Fait que je l'ai invité là. Il a fait une bonne job. Je l'ai invité à sa fille bien la semaine. Il a été hot. Je suis allé le revoir en spectacle. Je suis rentré dans sa loge. J'ai dit « Hey, je veux travailler avec toi. Puis lui, il travaillait avec peu de gens. Là. C'est un loup solitaire un peu. Puis il m'a rappelé 2 semaines après. Il dit « ça me trotte dans la tête. Allons dîner. » Est-ce qu'il y a une partie de toi aussi qui est de redonner? Parce qu'on t'a tellement donné, t'as tellement reçu. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui est... Je le vois. Je fais ça là-dedans. Surtout avec lui, parce que lui, j'ai expliqué beaucoup de choses sur le show business, sur comment présenter son matériel, comment vibrer comme il faut, parce que je le fais pas pour ça, mais je le fais quand même. C'était pas mon but. Mon but, c'était de trouver d'autres façons de travailler. Puis en attendant, mais aussi de satisfaire un besoin de création. J'aime être dans la création. J'ai toujours fait ça toute ma vie. Fait que là, je trouvais que c'était mot-là, création. Tu sais, quand tu vas co-animer un talk show, t'es pas dans la création tant que ça. Fait que j'avais besoin, fait que je suis allé chercher ça là, sauf que ça a cet effet-là. Parce que tu vois, avec Sam Breton... Ça t'aide à te réinventer, de garder les mains aussi dans le milieu qui te passionne, de la créativité. Là. Exactement, puis en humour, puis tu vois, puis Sam Breton, avant même de corriger des numéros pour vrai, je lui ai juste expliqué des trucs sur comment les gens le perçoivent, comment entrer sur scène, qu'est-ce que tu vibres, c'est quoi ton sous-texte, c'est quoi ta vie. Puis il a juste changé ça, son producteur est allé voir le show, puis il a dit « Hey, c'est malade, ça paraît que tu travailles avec José, les textes sont bien meilleurs, mais on n'avait pas travaillé les textes encore. » Vraiment. On n'avait pas travaillé de texte, on a juste travaillé l'attitude. Tu sais, si tu veux être un des grands joueurs du show business en humour, puis que tu le penses pas, je le vois pas, moi, quand tu arrives sur une scène. Ça veut pas dire d'être au-dessus de tes affaires. Ça veut pas dire d'être frais. Ça veut dire de vibrer ce que tu veux être. Ouais. Puis il le faisait pas. Il grichait. C'est bon, ça. J'ai dit, man, faut t'arrêter de gricher. Puis je le voyais de lui. Je le trouvais bon, mais tu griches. Qu'est-ce que tu veux dire?
On s'est dit, mais écoute, les premières rencontres, on passait 3 heures à juste jaser. Puis là, il me rappelait, il me disait, c'est bon, si j'ai compris ce que tu veux dire. Puis je l'ai mis en pratique hier. Puis j'ai changé ça. Puis maintenant, je me sens comme ça. Puis je fais ci, puis je fais ça. Puis son producteur, 3 semaines, 1 mois après, t'allais voir le show. Puis jamais il donnait. Tu sais, c'est pas un gars qui donne trop de compliments. Là. Puis il était rentré dans là, j'ai dit, hey, ça paraît en 6 mois là que t'as commencé à travailler avec José, c'est écœurant. Ton show a pogné une coche, mais on n'avait pas travaillé les textes encore. Sans avoir nécessairement de plan, c'est quoi les rêves qui te restent à accomplir? On parlait, là, tu t'es acheté une Ferrari à 40 ans, c'est fantastique. Je l'ai plus, là, maintenant. Là, j'ai trouvé que c'était trop. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Je l'ai fait, tu sais, Bender on date, là, à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, c'est correct, je suis content. Pour nous autres, il n'y en a pas eu une. On avait Mitch Garber ici ce matin, puis il était stationné juste là-bas. Il part, il était dans sa Ferrari, on était tous comme « Wow! » C'est tellement beau. Mais ça m'a fait plaisir de l'avoir. Tu as eu pendant quelques années, tu as eu ton trip. Pendant 4 ans, puis j'avais eu aussi des usagers avant. Mais, tu sais, moi, j'aime rouler mes voitures, puis quand tu as une Ferrari, à moins de vraiment avoir énormément de sous, tu la roules pas. Tu fais une balade du dimanche, puis moi, je veux dire, j'avais eu beaucoup de Porsche avant, puis une Porsche, je venais... Ici, tu viens avec. Ouais. Une Ferrari, c'est compliqué de parker ici. Là. Bon, c'est ça que j'aimais pas. Fait que je me suis repris une voiture que j'aime. Je pensais que c'était plus pour les conditions des chemins, des autoroutes au Québec. Non, un nid de poule, un mag, c'est un mag, tu le faire dresser, puis c'est pas le fun, là, mais ça marche. Donc, est-ce qu'il y a d'autres rêves qui sont sur ta bucket list? Bucket list, je suis en train de recrinquer de m'écrire un spectacle. Ah, je le sens, là, ce goût de la scène-là. Ouais, ça m'a fatigué. Ce dernier show-là, t'as... Ouais, c'est cette émission de télévision-là, puis je suis allé la faire pour ça. Je voulais me challenger, tu sais, parce que c'est un show où tu vas passer 2 jours dans un village, puis le deuxième soir, tu fais un spectacle sur ce que tu as vécu, puis tu as juste un après-midi pour écrire le matériel. Ah, c'est cool. Ouais, ça s'appelle Comédie sur mesure, et c'est un concept des États-Unis, mais qui se fait maintenant ici au Québec. Puis en un après-midi, tu penses que tu écris 15-20 minutes, j'ai fait 47. Puis... je vois le monde pleurer, s'essuyer les larmes en avant. Je fais « Wow, c'est le fun, j'avais oublié, tu sais. J'avais oublié ça. » Fait que donc, ça fait partie de ma bucket list en ce moment. Je me suis pas attardé encore, puis avant de plus avoir une face présentable, parce que ça va arriver, ça s'en vient, je la vois bien vieillir. J'aimerais ça... Chose up, présentement. J'aimerais ça jouer. La comédie, même le drame, j'aimerais ça jouer dans une série, quelque chose du genre. Ouais. Puis j'ai failli faire un move au printemps dernier. J'étais trop occupé parce qu'il y a une actrice avec qui je m'entends très bien, qui est productrice, réalisatrice, tout ça, là, de renommée, là, très, 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 très connue au Québec, qui partait un nouveau projet, puis elle est venue en parler à sa fille de la semaine, puis j'ai failli l'appeler. Pour dire, as-tu quelque chose pour moi là-dedans? Laisse-moi auditionner. Engage-moi pas dans le vide parce que tu m'aimes bien. Ouais. Fais-moi auditionner sur quelque chose que tu me vois. Puis j'ai bien fait de pas le faire parce que j'aurais pas survécu à mon été. J'étais trop occupé pour essayer ça. Surtout avec ce qui s'est passé avec ton opération. Oui, j'ai été opéré dans la bouche. Là, mais tu vois, fait que... Donc... Mais ça fait partie... Le jeu, la scène. Le jeu, la scène. Et puis, pour la suite des choses, j'aime trop la business... pour me retirer, mais je suis conscient qu'à un moment donné, la business va m'enlever. Parce que c'est comme ça. Ouais. Et je vais pas être assis chez nous à me dire « Ah, mon Dieu, comment ça va les millions? » Comme tu disais, c'est des cycles. Ah oui, ça m'intéresse pas du tout d'être là-dedans. Alors, je suis en train de regarder, justement, en travaillant pour d'autres. Tu sais, moi, je me verrais très bien faire la mise en scène de spectacles d'humour, ou du moins la direction artistique, ce que je fais déjà. Je vois bien que j'ai un bon petit talent là-dedans, puis que j'aide les gens avec qui je travaille. Même Lise, qui est une légende en humour au Québec. On a eu des conversations sur des trucs, puis ça m'a touché. J'avais les yeux pleins d'eau quand elle me disait à quel point, sur des choses, elle m'entend sur scène. Tu sais, quand t'as une légende comme Lise Dion, qui est Yvon Deschamps en femme, féminin, là, ouais. au féminin, qui te dit « Tel truc, José, là, quand je le joue, là, je te vois au bout de la table me l'expliquer. » J'aurais pleuré tellement j'étais ému, tellement j'étais content de voir que mes propos et ma vision de ce bout-là d'humour aide cette grande femme-là à aller encore plus loin dans son art. Parce que quand on fait ce travail-là, souvent, on a le nez dedans. On a tellement le nez dedans que quelqu'un d'autre vient t'ouvrir des portes. Alors, je fais ça avec elle. Fait que ça, j'aimerais beaucoup faire ça. Fait que je vais pas m'emmerder. Moi, j'ai jamais eu peur de manquer de travail. Ça se sent. Je pense que ça vient du fait que si, à 17 ans, j'ai emballé des boîtes pour le chef de cabinet du premier ministre, puis 3 ans après, j'accompagnais le premier ministre dans son avion parce que je me suis faufilé
je pense que ça m'a donné une confiance dans la vie de... Tu peux te faufiler ailleurs. Je peux me faufiler. Si j'ai fait ça, puis moi qui connaissais... Premièrement, j'avais pas d'éducation à la hauteur du travail que j'ai eu. Je veux dire, les gens qui faisaient mon travail, c'est des gens qui pouvaient être nommés chef de cabinet ou sous-ministre. Wow. Alors moi, j'avais 19 ans, puis j'avais rien de ça. J'avais même pas fini mon cégep à ce moment-là. Alors, tu vois, fait que je me suis dit, bon, donc, d'être vaillant, débrouillard, convaincu, convaincant, décidé, tout ça sont des qualités qui dépassent certains diplômes. Alors, je vis avec cette bulle-là. Peut-être qu'un jour, la vie va me donner une tape d'en face en me disant « Hey, c'est pas de même, ça marche! Mais pour l'instant, j'aime croire que je vais pas manquer de travail parce que je veux en avoir. Puis je vais me réinventer. Wow! Faut finir là-dessus. C'était tellement bon! Non, mais j'ai étourdi, là, j'ai étourdi. Écoute, José, moi, je vais plus prendre quelques secondes pour t'honorer. Je veux dire, t'es quelqu'un d'extrêmement groundé, t'es vrai, t'es authentique. Dans une période de ma vie où ce que ça allait, moi, où ce que je grichais, ton rire extrêmement contagieux me faisait du bien. Je sais que je suis pas seul au Québec ou à travers le Canada d'avoir été complètement emporté dans votre folie. Dans la folie, oui. Ouais, c'était une folie, vraiment. On était tout embarqués là-dedans. Comme tu disais, des brands. Mais en même temps, cette joie de vivre-là, tu la portes bien. Tu es resté vrai tout au long de ce parcours-là. C'est un honneur, vraiment, de te rencontrer. Merci. Je le prends et ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Très généreux de tes propos. Merci énormément, mon ami. C'est mon grand plaisir. All right. Bel job, hey. Merci beaucoup, mon ami. Donc, on te souhaite beaucoup de scènes, beaucoup d'accompagnement, de tout, mon ami. Moi, je vais te souhaiter surtout de continuer à vibrer sur ta fréquence parce que ça a l'air à te rapporter. Merci. Puis je le souhaite à tout le monde. Absolument, exactement. Alors, écoutez, j'espère que vous avez retrouvé autant de valeur que moi dans cet entretien-là. Pour les gens qui connaissent le personnage, c'est toujours surprenant de le découvrir sous un autre angle, vraiment philosophique. Un petit côté spirituel, sa vibration aussi, mais vraiment très touchant. Je suis curieux de voir lequel des propos de José vous a peut-être le plus interpellé dans son parcours. Laissez-le, faites un commentaire. Tant qu'à moi, ça va me faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour une autre rencontre de l'École du succès. C'était Martin Latulippe qui vous dit au revoir tout le monde.